Les cris joyeux des enfants résonnaient dans le camp de vacances, mais peu à peu, la tranquillité s'installait. Les plus jeunes avaient trouvé leur place dans les lits superposés, tandis que les adolescents se dispersaient dans leurs bâtiments, échangeant des histoires incroyables et se remémorant l'année scolaire écoulée. Les moniteurs, enfin, pouvaient se détendre dans le hall de l'administration, profitant d'un moment de répit devant un petit téléviseur noir et blanc, dont l'antenne perdait parfois le signal. Mais ce n'était pas un problème, le camp, géré par une entreprise d'électronique, avait toujours quelqu'un pour rétablir la connexion, et l'image revenait sur l'écran. Lorsque la chaleur de juillet s'installait, le téléviseur était sorti sur la véranda, où les enfants prenaient place sur des bancs, encore marqués par les activités de la journée. Les moniteurs, jeunes et pleins de vie, laissaient parfois entrevoir des sentiments naissants, s'enlaçant discrètement, tandis que le directeur et ses adjoints fermaient les yeux sur ces scènes de jeunesse et d'amour. Personne ne remarquait les 4 yeux curieux qui, derrière une barrière en bois, observaient avec fascination l'écran flou, absorbant chaque mot du présentateur. Écris. Non, c'est à toi d'écrire. C'est ton idée. Écris, disait l'un d'eux, un petit garçon aux cheveux ébouriffés. Natalia dit que ton écriture ressemble à celle d'un enfant. Il faut que ce soit lisible, au cas où quelque chose s'effacerait. Tu te souviens de l'enfant du capitaine Grant? Si j'écris, personne ne comprendra, répondit l'autre, un peu inquiet. D'accord, je vais le faire. Et avec détermination, le garçon prit un stylo et commença à tracer des lettres sur une feuille de papier quadrillé. Tati Sophie, puis-je avoir une bouteille de lait, demanda-t-il, s'approchant de la cuisine pendant le petit déjeuner. Il regarda la cuisinière avec des yeux pleins d'espoir. Pourquoi faire, sourit-elle. J'ai soif. Parfois, il n'y a que le fontaine. La nuit, je ne peux pas courir jusqu'à là. Oh, mais c'est en verre. Et si tu la casses? Je ne veux pas avoir de problème. Je ne dirai rien à personne. Si on me demande, je dirai que je l'ai acheté. S'il te plaît. Avec un soupir, la cuisinière céda. Très bien, après le petit déjeuner, passe par la cuisine et dis que c'est moi qui t'envoie. Merci, s'exclama le garçon, tout joyeux, et il retourna à sa table. Alors, ça a marché, chuchota son ami, Alex. Bien sûr, répondit-il en levant le pouce. Tati Sophie m'adore. Après le couvre-feu, lorsque le calme était revenu, les 2 amis se faufilèrent dehors, prétextant une visite aux toilettes, et se dirigèrent rapidement vers un trou dans la clôture. Ils avaient un projet important à réaliser. Tu penses qu'on va réussir? Demanda Alex, plein d'enthousiasme. Bien sûr, on a bien préparé ça. Et l'endroit est parfait. J'imagine la surprise des gens quand ils le découvriront dans le futur. Chut, les interrompit une voix. Vous allez réveiller tout le monde. C'était leur monitrice, qui les avait surpris. Les garçons se cachèrent sous leur couverture, feignant de dormir. Une fois la lumière éteinte, Alex se redressa. Et si ça ne marche pas? Ne t'inquiète pas, dors, sinon on sera de corvée demain. D'accord, mais je voulais encore parler. Bonne nuit. Alex ne répondit pas. Quelques minutes plus tard, il entendit le souffle régulier de son ami. Mais lui, l'esprit en ébullition, restait éveillé, imaginant leur avenir dans l'espace. Le lendemain matin, le réveil retentit brusquement. Alex ouvrit les yeux, réalisant qu'il avait dormi sans s'en rendre compte. Sergio et Alex étaient dans la même classe. Leurs parents travaillaient dans la même usine d'électronique. Ils habitaient dans des quartiers voisins, ce qui avait facilité leur amitié. Pendant les vacances d'été, alors que tous les autres camarades partaient chez leurs grands-parents ou à la campagne, seuls ces 2 garçons restaient en ville. Lorsque l'usine proposa des places pour un camp de vacances, les parents d'Alex prirent 2 billets pour la première session, tandis que ceux de Sergio prirent des places pour la seconde.
Lorsqu'ils se retrouvèrent, ils rirent de cette coïncidence. Heureusement qu'on n'est pas partis ensemble, sinon il aurait fallu chercher 2 autres gamins. Au début de la première session, lors de la première assemblée, les enfants apprirent que le camp s'appelait Constellation car l'usine développait des appareils capables d'envoyer des signaux dans l'espace. Vos parents, comme toute notre nation, comptent sur vous pour poursuivre leur travail, conclut le directeur, un homme jeune et dynamique. À l'entame de la seconde session, les 2 garçons étaient devenus des vétérans du camp. Ils connaissaient le règlement par cœur, avaient exploré chaque recoin du camp, et s'étaient liés d'amitié avec Sophie, la cuisinière, qui leur offrait des douceurs et des portions supplémentaires de compote. Durant tout leur séjour, ils ne s'étaient jamais disputés, et leur amitié s'était renforcée. Ils avaient décidé de revenir chaque été jusqu'à la fin de l'école, puis de s'engager ensemble dans une école militaire. Ils avaient même créé un slogan, avec le salut des pionniers, nous avançons dans la vie. Mais la vie en décida autrement. L'été suivant, Sergio se fractura le bras, et il fallut annuler son séjour au camp. Alex, sans son ami et avec une nouvelle cuisinière, ne supporta pas de rester seul et rentra chez lui. Les garçons passaient leur journée à explorer des garages et des chantiers abandonnés, profitant des week-ends pour pique-niquer à la campagne. L'année suivante, les parents d'Alex l'emmenèrent à la mer. Puis d'autres événements vinrent perturber leurs plans, et ils ne purent plus retourner au camp ensemble, mais leur amitié demeura intacte. À la fin de l'école, Alex eut des problèmes de vue. Il dut porter des lunettes et réduire ses activités physiques. Le plus grand désappointement survint lorsqu'ils décidèrent, selon leurs promesses, de s'inscrire à l'école militaire. Alex se vit refuser l'entrée à cause de sa vue. Sa mère, soulagée, l'envoya travailler à l'usine où elle et son père avaient été employés. 1 an plus tard, il s'inscrivit à l'université technique en cours du soir. Sergio, quant à lui, prêta serment, après 4 ans de formation, fut affecté à un garnison éloigné. Il envoya à Alex une photo de lui en uniforme, avec la dédicace « À mon meilleur ami », de la part du lieutenant Koulakov. « Je promets de servir pour 2 et de ne pas déshonorer le titre d'officier. » Les lettres de Sergio arrivèrent régulièrement, décrivant sa vie militaire, ses camarades et les filles qu'il rencontrait lors de ses permissions. Chaque lettre se terminait par leur slogan. Alex, au début, répondait à chaque lettre, puis de moins en moins, se contentant de partager les moments importants de sa vie. Il reçut une distinction au travail, rencontra une fille et lui fit sa demande en mariage, toujours en terminant ses lettres par leur slogan. Lorsque son fils naquit, il se promit d'en informer Sergio. Il attendait simplement des photos à envoyer avec sa lettre. Mais un jour, une enveloppe inconnue arriva dans sa boîte aux lettres. « Bonjour, Alex Kochelev. Nous vous envoyons une lettre écrite par votre ami. » Il n'a pas eu le temps de l'envoyer. Nous vous informons avec tristesse que Sergio Koulakov est décédé en service. Dans l'enveloppe, il trouva une autre lettre, écrite dans l'écriture familière de Sergio. Sergio y écrivait qu'il partait en mission et qu'il ne pourrait pas écrire de là-bas, mais que ce ne serait pas long. Il demandait à son ami de ne pas le perdre de vue. Dès qu'il reviendrait, il enverrait des nouvelles. La lettre se terminait, comme toujours, par leur slogan. Alex relut ces lignes encore et encore, tentant d'accepter qu'il ne recevrait plus jamais de nouvelles de son ami. Il rangea l'enveloppe avec toutes les lettres de Sergio. Chaque année, en célébrant l'anniversaire de son fils, Alex se remémorait son meilleur ami, désormais absent. 7 ans plus tard, lorsque naquit son 2e fils, il insista pour qu'il soit nommé en l'honneur de Sergio. Lisa, souriante, regardait par la fenêtre de son bureau, observant le soleil brûlant de juillet sur les rues de Paris. L'air conditionné était réglé à une température agréable de 22 degrés Celsius, mais elle avait toujours froid. Elle aimait la chaleur. Pendant que d'autres se plaignaient de la canicule, elle se promenait dans les boulevards et dans le parc près de chez elle, profitant du beau temps.
Lors d'une de ces promenades, un vent soudain se leva, suivi d'une forte pluie. Elle s'arrêta, ne sachant que faire. Se cacher sous un arbre ou rester sous la pluie? Soudain, un parapluie bleu marine apparut au-dessus de sa tête. Elle se retourna. Désolé, dit un jeune homme derrière elle. J'ai vu que vous n'aviez pas de parapluie et j'ai pensé que cela pourrait vous aider. Merci, répondit-elle en souriant, levant les yeux vers le parapluie. À l'intérieur, une carte du ciel étoilé était dessinée avec les noms des constellations en latin. Oh, c'est magnifique, s'exclama-t-elle, émerveillée. Lisa était captivée, oubliant la pluie et le fait qu'elle voyait cet homme pour la première fois. Voici les cheveux de Véronique, et là, les petits et grands chiens. Et ici, un girafe, énumérait-elle les constellations familières. Depuis l'école, elle aimait observer les étoiles dans le ciel d'été, loin de la ville, là où la lumière des lampadaires ne gênait pas sa contemplation de Cassiopée ou la recherche de Jupiter au sud-ouest de la Lune. Elle avait même téléchargé une application sur son smartphone pour identifier les corps célestes. Incroyable, s'exclama le jeune homme. Je ne m'attendais pas à ce que cette petite pluie d'été me mette en contact avec une âme sœur. J'adore aussi observer les constellations. Mon préféré est Orion, surtout en janvier. Il occupe presque tout le ciel et il est si beau. Lisa frissonna. C'est vrai qu'Orion est magnifique, mais je n'aime pas le froid. Je préfère regarder le ciel en été. Si on observe depuis chez soi avec un télescope, on peut le faire même en janvier. Je m'appelle Anton, se présenta-t-il. Lisa, répondit-elle en souriant. J'habite au rez-de-chaussée, mais je ne vois rien. En été, les arbres me cachent la vue, et en hiver, la lumière des lampadaires. Je n'ai même pas de télescope. Il a disparu lors de mon déménagement. Que dirais-tu d'observer les étoiles quelque part en pleine nature? J'apporterai mon télescope. Une pensée fugace traversa l'esprit de Lisa, et s'il était bizarre? La pluie avait cessé, et elle hocha la tête en direction du soleil qui réapparaissait. Ah, oui, acquiesça Anton en pliant son parapluie. Que dirais-tu d'une promenade astronomique? Eh bien, je préfère passer, répondit-elle en haussant les épaules, ne voulant pas montrer ses doutes à un inconnu. Je comprends, dit-il, visiblement déçu. C'est dommage que tu ne veuilles pas. Que dirais-tu d'une visite au musée d'histoire locale? Ils organisent 2 fois par mois une excursion appelée Nuits étoilées. Ils installent plusieurs télescopes sur le toit, vendent des billets, et un guide explique les objets célestes visibles. Lisa avait déjà entendu parler de cette excursion et avait très envie d'y aller, mais elle n'avait jamais trouvé quelqu'un pour l'accompagner. Aller seule lui semblait un peu intimidant, surtout que ces visites se déroulaient tard dans la nuit, et l'été, il faisait encore jour longtemps. Vraiment, demanda-t-elle en regardant Anton. Je n'y suis jamais allée. Ça doit être intéressant. Je t'invite, dit-il en faisant un geste large de la main. Voyons quand c'est prévu. Il ouvrit une page sur son smartphone. Oh, c'est ce vendredi. Alors, on y va? Lisa acquiesça. Super, s'exclama Anton. Je vais acheter 2 billets. Comment se retrouve-t-on? Juste devant le musée. D'accord. L'excursion commence à 21h. Je propose de se retrouver à 20h30 à l'entrée principale. Ne sois pas en retard. Et si tu changes d'avis, note mon numéro. Fais-moi juste savoir que tu ne viens pas, pour que je ne t'attende pas, Anton lui dicta son numéro. Et voilà, vendredi arriva. L'inquiétude de Lisa, que le ciel se couvre de nuages malgré les prévisions, ne se réalisa pas. Les météorologues avaient promis du soleil et de la chaleur pour toute la semaine. Elle regardait par la fenêtre, impatiente de sa rencontre du soir, ne sachant pas vraiment ce qu'elle attendait le plus, l'excursion aux étoiles ou sa rencontre avec Anton. Bien sûr, l'excursion.
Elle avait tant rêvé d'y aller. Et en bonne compagnie, c'était encore mieux. Anton était vraiment sympathique. Mais après tout, elle ne l'avait vu qu'une seule fois. Ce serait l'occasion de l'observer de plus près, non? Les étoiles ou Anton? Les deux, en fait. Lorsque 30 personnes montèrent sur le toit du musée d'histoire locale, chaque groupe de 5 se vit attribuer un télescope. Anton et Lisa se retrouvèrent avec une jeune famille, comprenant un garçon d'environ 7 ou 8 ans, qui ne cessait de parler. Il posait des questions, parfois hors sujet, interrompait le guide et se précipitait au télescope sans attendre son tour. Pour éviter les conflits, Lisa céda sa place et leva les yeux vers le ciel. Anton, après avoir tenté plusieurs fois de rappeler le garçon à l'ordre, finit par abandonner et écouta le guide, tout comme Lisa, la tête en arrière, contemplant les étoiles. Dommage que nous n'ayons pas eu de chance avec notre groupe, sourit-il à la fin de l'excursion, alors qu'il se retrouvait à nouveau près de la clôture du musée, là où ils s'étaient rencontrés 2 heures plus tôt. On peut recommencer si tu veux. Non, secoua la tête Lisa, déçue. Il y avait trop de monde. Il posait des questions sur des choses que je savais déjà, donc, pour être honnête, ce n'était pas très intéressant, et je n'ai même pas pu voir. Et rien ne garantit que la prochaine fois sera mieux. Je devrais laisser un avis, dire que ce n'est pas aussi bien que décrit. Oui, acquiesça Anton. Je suis d'accord. Écoute, j'ai un télescope chez moi. Je ne veux pas insister, mais nous pourrions l'utiliser. Dis-moi quand et où, et je l'apporterai. La première fois, ils regardèrent ensemble dans le télescope d'Anton dans le parc près de chez Lisa. Ensuite, il réussit à la convaincre d'aller au bord de la rivière. Là-bas, la vue est parfaite, et il n'y aura pas de source de lumière gênante, expliqua-t-il. Puis il y eut des barbecues avec les amis d'Anton, et des levers de soleil où ils observaient ensemble Vénus s'éteindre à l'horizon. Pour Anton, la question de son avenir était claire. Depuis son enfance, il savait qu'il travaillerait comme ses parents dans une centrale nucléaire. Il avait souvent visité la salle de contrôle, regardant à travers la vitre où sa mère travaillait. Il se rendait aussi dans le bureau de son père, où plusieurs personnes étaient assises autour de tables couvertes de plans et de documents. Mais ce n'était pas aussi fascinant que le tableau de bord de sa mère, avec ses grands écrans et ses lumières clignotantes. Cependant, ce qu'Anton voulait vraiment, c'était travailler dans le lieu le plus secret, près du réacteur, mais personne n'y était autorisé, pas même son père. Sa mère, de temps en temps, revenait du travail en disant « Aujourd'hui, j'étais près du réacteur, tout va bien ». Cependant, au lycée, son rêve de poursuivre la lignée familiale d'ingénieur fut presque éclipsé par une autre passion. Anton s'intéressa sérieusement à l'astronomie. Il étudiait constamment la carte du ciel, lisait sur le télescope Hubble, parcourait les sites des observatoires célèbres et demanda même un télescope sophistiqué pour son 16e anniversaire. Et pourtant, quand il dut choisir où aller après le lycée, il opta pour la filiale locale d'une grande université du pays, spécialisée dans la formation d'ingénieurs nucléaires, laissant son intérêt pour l'astronomie comme un simple passe-temps. Même la mort de son père, survenue peu après à cause de la maladie des radiations, ne l'affecta pas. Il savait que son père avait participé à la liquidation de l'accident de Tchernobyl, malgré les pronostics peu favorables des médecins, il refusa de changer de métier pour un autre, plus sûr, bien qu'il ait quitté le réacteur pour un bureau. Anton décida qu'il serait l'un de ceux qui feraient tout pour éviter qu'une telle catastrophe ne se reproduise. Il termina ses études avec mention et se retrouva bientôt dans cette même salle de contrôle où sa mère avait travaillé, et où, enfant, il regardait à travers la vitre avec curiosité et espoir. Irina, la mère d'Anton, avait été promue et travaillait maintenant au siège, organisant le travail des équipes opérationnelles. Cela correspondait à son âge et à son statut. Elle avait consacré presque 30 ans à l'entreprise, commençant au bas de l'échelle et devenant chef d'équipe. De plus,
ses compétences organisationnelles avaient été remarquées par la direction, permettant de maintenir le fonctionnement sans accroc et sans influence du facteur humain. Elle prenait ses vacances exclusivement en été et aimait les passer à la campagne, dans la maison de vacances que l'entreprise leur avait fournie autrefois. Malgré les insistances d'Anton pour l'emmener à la mer, elle se contentait de dire « Oh, Anton, je n'ai jamais vu cette mer. Ici, j'ai des oignons, des radis, des fraises qui mûrissent. Je vais sortir sur la véranda, profiter de l'air frais, puis je vais m'occuper des tomates. » C'est à la fois du repos et du travail, et rester allongé sur la plage toute la journée, ce n'est pas pour moi. Pourtant, une fois, Anton réussit à convaincre sa mère de partir en Turquie. Elle apprécia la mer, les restaurants avec de la bonne nourriture et l'hospitalité. Mais après 5 jours de ce genre de vacances, elle commença à s'inquiéter. Et les pois? Personne ne les arrose. Ils vont se dessécher, et toutes mes fraises vont disparaître. Dès son retour, Irina se précipita à la maison de vacances. Cependant, comme Anton le comprit plus tard, sa mère avait remarqué autre chose pendant ses vacances. Elle réalisa soudain que des filles s'intéressaient à son fils. « Pourquoi m'as-tu amené ici? J'aurais mieux fait d'être seule. Regarde autour, il y a tant de beauté, et elle n'ose pas s'approcher parce que tu es là avec ta mère. » De retour de Turquie, Irina décida de marier son fils. Elle commença à lui chercher une fiancée parmi ses collègues, parmi les filles à la maison de vacances, et même à faire connaissance avec quelqu'un au supermarché ou à la clinique. « Maman, ça suffit », s'indigna un jour Anton. « Pourquoi cette idée soudaine? Je te promets que tout va bien, et je me marierai un jour, si je rencontre la bonne fille. » « Et si je ne la trouve pas ?» demanda sa mère. « Je veux avoir des petits-enfants pendant ma vie, leur donner des fraises de mon propre jardin, les emmener à la rivière et nager avec eux, mais tu ne fais rien dans ce sens. » C'est pourquoi, lorsqu'Anton amena Lisa pour rencontrer sa mère, il savait d'avance qu'elle serait ravie. « Maman, voici ma petite amie Lisa, et voici ma mère Irina », les présenta-t-il. « Enfin », s'exclama la femme en levant les mains. Je commençais à penser que cela n'arriverait jamais. Entrez, Lisa, asseyez-vous, racontez-nous ce que vous faites et comment vous vous êtes rencontrés. Lisa s'assit timidement sur le bord du canapé et regarda Anton. Il hocha la tête pour l'encourager. Je travaille comme responsable des ventes d'équipements, et nous nous sommes rencontrés quand votre fils m'a protégé de la pluie. Vraiment? Tu fais du sauvetage en mer? Demanda Irina en souriant à son fils. Anton haussait les épaules. Pas en mer, sous la pluie. Et sauver, c'est un peu exagéré. J'ai juste vu que Lisa n'avait pas de parapluie et je lui ai proposé le mien. Il l'a ouvert au-dessus de ma tête, précisa Lisa. Irina hocha la tête avec satisfaction. Je suis contente que tu sois devenu un jeune homme bien élevé et modeste. Et je suis également heureuse que tu n'aies pas eu honte d'amener Lisa à la maison, se tourna-t-elle vers sa visite. Quels sont vos passe-temps? Que faites-vous pendant votre temps libre? Peut-être que, comme moi, vous aimez cultiver des plantes, même sur le rebord de la fenêtre? J'ai quelques plantes d'intérieur. Lisa se sentait un peu mal à l'aise. Mais dire que j'aime cultiver des plantes, c'est un peu exagéré. Je les arrose juste de temps en temps. Maman, tu sais quoi? Lisa s'intéresse aussi à l'astronomie, intervint Anton dans la conversation. C'est d'ailleurs comme ça qu'on s'est rapprochés. Elle a reconnu une constellation sur mon parapluie. Ensuite, on est allé sur le toit du musée, mais c'était trop bruyant pour observer les étoiles. Donc, on est allé à la plage et on a regardé à travers mon télescope. Ah, c'est pour ça que tu traînais cette grosse chose, sourit Irina. Je me demandais où tu l'avais mise. Je pensais que tu avais encore fait un pari avec tes amis. En fait, je connais un endroit idéal pour observer les étoiles, sans être dérangé. C'est ma maison de campagne.
Je vous invite tous les deux. Je vous montrerai mon jardin pendant la journée, et quand la nuit tombera, vous serez les bienvenus dans ma mansarde. Mon défunt mari et le père d'Anton adoraient observer la voie lactée depuis là-haut. C'est vrai, acquiesça Anton, répondant au regard interrogateur de Lisa. D'habitude, je déplace mon télescope là-bas pour l'été, mais cette année, j'étais en déplacement en juin et je n'ai pas pu. Puis j'ai rencontré Lisa et j'ai pensé qu'il pouvait rester en ville. Merci pour l'invitation. Je ne suis pas contre, répondit Lisa avec un sourire. Elle adorait la nature et le calme. Je peux vous garantir cela, se réjouit Irina. Dans ce cas, j'attends votre visite avec Anton. Je vous montrerai ce que je cultive et je vous emmènerai dans les bois. Vous pourrez découvrir la richesse de notre région. Vos parents n'ont pas de maison de campagne ? Malheureusement, nous sommes des citadins, admit Lisa. J'ai toujours envié ceux qui racontaient l'avoir passé l'été chez leurs grands-parents à la campagne. Mes parents m'envoyaient à la mer chez ma tante, la sœur cadette de ma grand-mère, ou parfois dans des camps de vacances. Mais cette liberté dont parlaient mes camarades m'était inaccessible. J'ai même pensé un temps à étudier la biologie, mais je me suis rendu compte que je n'y connaissais rien. C'était juste un rêve d'enfance non réalisé, alors j'ai décidé de choisir quelque chose de plus concret. 3 ans s'étaient écoulés depuis le mariage de Lisa et Anton, et tout semblait passer si vite. Un matin de printemps, Anton rentra du travail et annonça « Notre entreprise se prépare à lancer un nouveau projet. Tu as probablement entendu parler de ça, on m'a proposé d'aller là-bas pour former le personnel local, surtout que c'est le même type de réacteur sur lequel je travaille actuellement. » Pour combien de temps ? Demanda Lisa, inquiète. Je ne sais pas, peut-être pour quelques années, répondit-il en haussant les épaules. Un peu moins, peut-être. Mais attends, que fais-tu de moi ? Tu veux dire qu'on va vivre séparés pendant 2 ans ? C'est justement ce que je voulais discuter avec toi. Je dois d'abord aller sur place pour voir si je peux travailler là-bas. Le climat est très différent du nôtre. Ensuite, je dois vérifier s'il y a du travail pour toi. Je ne veux pas te déraciner pour te laisser enfermer 4 murs. Lisa soupira de soulagement. Elle savait qu'Anton pensait d'abord à leur petite famille. Mais le début de cette conversation sema un doute dans son cœur. Je vais rester là-bas quelques mois pour tout découvrir, continua-t-il. Nous devrons passer un certain temps séparés. Je te promets de t'appeler tous les jours. Et puis, il y a toujours ma mère à côté de toi. Vous pourrez discuter et parler de mes comportements indignes. Anton éclata de rire et étreignit sa femme. Ne t'inquiète pas, répondit Lisa avec un sourire. Ça, c'est sûr qu'on le fera. Au cours de ces 3 années de mariage, Lisa avait eu beaucoup de chance avec sa belle-mère. Irina était délicate, ne posait pas de questions gênantes sur les enfants ou leur vie personnelle, et ne s'invitait pas chez eux. Au contraire, elle les invitait souvent à sa maison de campagne, que ce soit en couple ou avec des amis, pour qu'ils puissent se détendre, observer les étoiles et s'amuser. Lors du réveillon du Nouvel An, qu'ils avaient aussi célébré dans leur maison de campagne, Lisa avait levé son verre de champagne à minuit et avait formulé un vœu pour que les rêves de tous se réalisent. Puis elle se mit à réfléchir, quels étaient ses propres désirs ? Des enfants, bien sûr, mais cela semblait moins urgent. Un autre travail, peut-être. Elle en avait assez de faire toujours la même chose et avait envie d'essayer quelque chose de nouveau. Lisa était heureuse dans son mariage, surtout en comparant sa vie à celle de ses collègues de bureau. Elle espérait que les rêves d'Anton et de sa mère se réalisent aussi. Et voilà que son vœu commençait à se réaliser. Anton avait longtemps exprimé son désir de se rendre à la centrale nucléaire dont la construction venait de s'achever juste avant le Nouvel An, et il avait été invité. Peut-être que d'autres rêves se concrétiseraient également. Le seul inconvénient était que pendant les 3 mois d'absence d'Anton, Lisa avait prévu des vacances. Ils avaient initialement prévu de partir à l'étranger,
mais maintenant, il semblait qu'Anton partirait travailler et qu'elle resterait en ville. Elle essaya de reporter ses vacances, mais son patron refusa. Lisa se plaignit de sa malchance à Anton lorsqu'il l'appela pour lui parler de son installation sur place. « Ne t'inquiète pas, je vais trouver une solution. Peut-être que tu pourras venir me rejoindre, ou alors je partirai à la mer et tu voleras de chez toi. Que penses-tu de cette idée ? Je ne veux pas te forcer, mais tu as dit que tu en avais assez de ce travail, que ton patron était trop exigeant. Alors pourquoi ne pas démissionner ? C'était vrai. Les affaires allaient mal dans l'entreprise. Les primes étaient constamment réduites. Lisa, comme beaucoup de ses collègues, commençait à envisager de chercher un nouvel emploi. Et maintenant, avec ce que disait Anton, elle écrivit sa lettre de démission et prit ses vacances. Lisa appela Irina quelques jours plus tard. Anton m'a dit que tu étais en vacances. C'est vrai ? Oui, acquiesça Lisa. Super. Alors j'ai une proposition. Ne reste pas à t'ennuyer en ville. Viens à la maison de campagne. Le temps s'annonce magnifique. Je ne vais pas te faire travailler. Tu pourras te promener dans les bois, respirer l'air frais. Et puis, je ne m'ennuierai pas non plus si j'ai quelqu'un avec moi. On pourra discuter un peu, regarder une série. Merci, je vais réfléchir, répondit Lisa, bien qu'elle ait déjà décidé d'accepter l'invitation de sa belle-mère. Ne t'inquiète pas, Lisa, je suis toujours occupée au jardin. C'est le printemps, tu sais ce que ça veut dire. Comme on dit, ce que tu sèmes, tu le récoltes. Je n'ai pas beaucoup de temps. Si j'étais à la retraite, ce serait différent, mais il me reste encore du chemin à faire. Irina parlait tout en s'affairant. Heureusement, elle avait une semaine de congé. Je vais en profiter pour avancer ici. Laisse-moi t'aider, proposa Lisa. Oh non, tu es là pour te reposer. Je prends plaisir à travailler dans le jardin. Regarde, il y a un fauteuil à bascule sur la véranda. Tu peux t'y asseoir, te détendre et écouter le bruit de la forêt. Je suis presque à la fin de mes tâches. Il va bientôt pleuvoir, et demain ou après-demain, je vais préparer les plates-bandes pour les concombres. La semence est prête à être mise en terre. Je dois aussi m'occuper des pois, mais ça peut attendre. Lisa observait sa belle-mère, admirant son énergie. Non seulement elle travaillait dans le jardin, mais elle cuisinait aussi, laissant à Lisa seulement la tâche de couper les légumes pour la salade et de préparer le thé. Le soir venu, elles discutèrent avec Anton par vidéoconférence. Plus tard, Lisa monta dans la mansarde, où Anton avait aménagé un coin astronomique avant son départ, et s'assit pour observer le ciel nocturne à travers le télescope. Lisa était une lève-tôt. Depuis son enfance, elle se réveillait tôt. Ses parents n'avaient jamais eu de problème pour la lever pour l'école. Devenue adulte, elle continuait à se lever avec le lever du soleil. À 7 heures, mais Irina se levait encore plus tôt. Ce matin-là, Lisa ouvrit les yeux et entendit Irina faire du bruit dans la cuisine. « Bonjour, dit-elle en sortant de sa chambre. « Oh, Lisa, je suis si contente que tu sois réveillée. Tu sais quoi ? On m'appelle de mon congé. Ils m'ont informé ce matin. Et tu sais pourquoi ? Je pars en mission à l'étranger. » Irina sourit largement. Il faut leur apprendre à se comporter correctement. Ce ne sera pas long, juste quelques semaines, mais c'est urgent. Je pensais que je devrais te réveiller, mais te voilà déjà debout. Regarde, les clés de la maison sont toujours ici. Si je dois partir, il n'y a pas de souci. Ferme juste la porte de la mansarde. C'est bien. Tu sais cuisiner. Il y a de la nourriture dans le réfrigérateur. Si tu as besoin de quelque chose, tu sais où se trouve le magasin. En attendant, repose-toi tant que tu le peux. Tu es la maîtresse de la maison ici.
Tout le monde a compris? Elle se tourna vers la maison vide. C'est pour le petit esprit de la maison, expliqua-t-elle à une Lisa étonnée. Pour qu'il sache qui est le propriétaire ici, sinon il pourrait prendre des libertés. Pour être honnête, je ne crois pas aux esprits de la maison, murmura Lisa. Mais qui sait, peut-être qu'ils existent vraiment. Pourquoi les froisser? Écoute, pendant que tu es ici, je vais faire quelques plates-bandes pour toi, et quand tu reviendras, tu pourras tout planter, proposa Lisa. Quoi? Tu veux me faire travailler, jeune fille? Pas question. Repose-toi, c'est un ordre. Je reviendrai bientôt et je m'occuperai de tout. Et qui sait, peut-être que tu devras bientôt partir retrouver Anton. Non, non, je ferai tout moi-même. Irina rassembla ses affaires et se précipita vers la gare pour attraper le train, afin de ne pas rater la voiture qui l'emmènerait à l'aéroport. Lisa planta la pelle dans le sol et essuya la sueur de son front. Creuser des plates-bandes n'était pas une tâche facile, et sachant qu'Irina avait plus de 50 ans, Lisa se doutait que cela devait être encore plus difficile pour elle. Quand elle décida de l'aider et de faire au moins une plate-bande en surprise, elle ne s'attendait pas à ce que ce soit un travail si ardu. Ses muscles la faisaient souffrir, mais elle n'avait pas l'habitude d'abandonner. Bon, je vais en faire au moins la moitié et je pourrai me reposer jusqu'à demain, se dit-elle. Elle reprit le travail. À chaque coup de pelle, cela devenait de plus en plus difficile. C'est bon, je ne peux plus. Lisa retourna la terre et, d'un coup sec, planta l'outil de jardin à côté de la plate-bande. Un bruit se fit entendre, comme si quelque chose avait craqué. J'ai cassé la pelle, s'exclama-t-elle, horrifiée. Voilà ce que c'est, pensa-t-elle. Elle la tira tout de suite. La pelle était intacte. Mais il y avait quelque chose là-dessous. Cette fois, Lisa tenta prudemment de creuser à nouveau. Abonnez-vous à la chaîne de